Bonjour à toutes et bienvenue dans la deuxième partie de notre vidéo qui s'intitule « Le problème avec les tendances Old Money et Quiet Luxury ». Donc dans la première partie, j'abordais plutôt les limitations de ces tendances dans le cadre, dans la sphère de l'élégance et de la féminité. Et dans cette deuxième partie, on va aborder plus en détail les effets que l'on souhaite reproduire en général quand on suit ces tendances, quand on les applique, quand on applique les principes connus maintenant, parce que ce sont des tendances très populaires, et en quoi ces effets peuvent être en fin de compte contre-productifs par rapport aux attendus souhaités. Donc commençons sans plus attendre. On a juste 3 points ici, très clairs, très simples, et le premier c'est, je pense que quand on suit une tendance de manière générale, mais notamment ces deux-là, il faut se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que j'entends par là? Alors d'abord, on va faire un retour aux définitions et au contexte général dans lesquels ces tendances sont émergées. C'est ennuyeux 2 secondes, mais en fin de compte, les mots ont un sens, et donc je vous demande d'être patiente 2 minutes, et vous allez voir que les définitions elles-mêmes nous apprennent déjà beaucoup de choses. Donc d'abord, on a le old money, donc la tendance old money. Donc là, on parle d'une esthétique, mais surtout d'un style de vie, d'accord, associé aux familles riches depuis plusieurs générations. Donc là, on parle bien de richesse générationnelle. C'est important. On privilégie dans la tendance old money la discrétion, et on souligne le mot discrétion avec un D majuscule, la discrétion, mais également les bonnes manières, la qualité et les traditions. Pareil, autre mot-clé, les traditions, avec un T majuscule et on souligne 2 fois, c'est ce que j'ai fait dans mes notes en préparant ma vidéo, plutôt que d'afficher sa richesse. Donc si on résume en une phrase, tout simplement, old money, c'est un luxe discret, on prône un luxe discret qui est hérité des anciennes fortunes. Ensuite, nous avons la tendance quiet luxury, donc le luxe discret. Et là, on parle bien d'un style, on parle plus d'un style et non pas d'une culture globale ou de patrimoine ou d'éducation, mais bien d'un style vestimentaire qui privilégie la qualité à l'apparence ostentatoire. En pratique, ça donne quoi? Ça donne le fait de porter des vêtements de très bonne qualité, bien coupés et surtout intemporels. Donc là, c'est le mot-clé dans Quiet Luxury, donc des vêtements intemporels, sans logo ni détails voyants. Et bien sûr, les couleurs, mais on en a déjà parlé dans la première vidéo, le beige, le blanc cassé, le marron clair, des fois un peu de vert sapin, vous savez, un peu vert d'eau, le bordeaux est accepté, mais voilà, des couleurs assez sobres, assez neutres, assez pastel, rien de vraiment vibrant. Le bleu marine aussi, et en tout cas les couleurs du cuir, les couleurs du lin, les couleurs du cachemire, on va dire, toutes les couleurs dans lesquelles peuvent se décliner ces matières-là, et la soie, le tweed. On les a presque toutes dit, il y en a d'autres bien sûr, mais une palette en tout cas de couleurs très spécifique et limitée. Donc ces deux tendances, old money and quiet luxury, sont souvent associées, et c'est le cas également en mode. Donc actuellement, on voit un point commun évident entre ces deux tendances qui est le fait d'être élégant, en tout cas d'être très soigné, sans chercher néanmoins à attirer l'attention. En tout cas en apparence, on ne veut pas attirer l'attention. Et ces esthétiques sont venues s'opposer aux anciennes esthétiques qui prévalaient jusqu'alors, qui sont des esthétiques plus du coup de new money, le style jet set qui était très imposant à une certaine époque, le bling bling, le clinquant, donc les logos, il y avait une folie des logos, on avait vu une émergence de toutes les marques de contrefaçon justement pour avoir le fameux logo, je ne vais pas les citer mais vous les imaginez tous aussi clairement que moi. Donc c'est là, dans ce contexte-là, que Old Money and Quiet Luxury sont venus se poser en contraste. Donc nous venons de revoir les définitions qui nous mettent déjà sur des pistes d'analyse qui sont évidentes et il ne reste plus qu'à rappeler les buts de ces tendances. C'est-à-dire que les personnes qui les suivent adoptent une esthétique vestimentaire qui est censée traduire une appartenance, une catégorie sociale et économique.
Il faut être très clair là-dessus, il ne faut pas être dans le déni. En général, quand on s'intéresse à ces tendances, c'est pour renvoyer une image de personne qui a de la fortune, qui a du patrimoine. On veut, en fait, on est aussi bien attiré, et on est même plus, si on est honnête, attiré par l'image que ça renvoie que par le short en lin beige et la chemise en lin beige et les mocassins en cuir et la marinière l'été. On est d'accord avec ça. Et ce n'est pas une question de goût foncièrement, d'accord? Parce qu'on peut très bien avoir du goût en adoptant d'autres esthétiques. Par exemple, l'esthétique romantique, une esthétique androgyne, une esthétique glamour, une esthétique même extravagante. Tout cela peut être fait avec du goût. Donc, déjà, la personne qui me dit « Ah non, mais moi j'adopte cette esthétique parce que je trouve que c'est la plus soignée, la plus élégante et c'est celle qui montre le plus qu'on a du goût », c'est pas la vraie raison cachée. Et il faut l'admettre parce que moi-même j'ai regardé, je me suis intéressée à ces styles, il y a des choses à prendre, il y a des pièces que j'avais déjà, que j'utilisais dans un tout autre cadre, mais ce n'est pas une question de goût principalement. Donc déjà, la première question à se poser, c'est est-ce qu'on aime vraiment ce style? Est-ce que ces styles nous correspondent? Est-ce qu'elles correspondent à nos goûts, à l'envie que nous avons le matin à nous habiller? Est-ce qu'elles correspondent à notre morphologie, à notre esthétique? Donc la première chose, c'est déjà de prendre du recul sur ce qu'on nous propose et ce que nous sommes nous vraiment, notre vie, notre réalité. Puisque, comme je l'ai dit déjà dans la première vidéo, et ça m'amène vers mon deuxième point, ce sont des esthétiques devenues mainstream, dans le sens où elles sont très populaires, mais elles ne sont pas pour tout le monde. Pourquoi pas pour tout le monde? J'ai dit déjà que les femmes, les minorités, je prends la mienne par exemple, les femmes noires sont très peu représentées dans cette esthétique. Elles sont très peu représentées comme modèles. Non seulement ce n'est pas pour toutes les femmes, mais ce n'est pas non plus pour tous les contextes sociétaux, ce n'est pas pour tous les environnements, ce n'est pas pour toutes les cultures, ce n'est même pas pour tous les pays, toutes les sociétés. Je m'explique. Les modèles que l'on prône, ce sont des tendances de toute façon qui ont émergé dans certains pays en particulier, en l'occurrence les États-Unis, et les modèles que l'on voit de Old Money et de Quiet Luxury correspondent en fait à une esthétique américaine, parfois italienne, parce qu'il y a des marques italiennes qui se démarquent beaucoup là-dedans, c'est-à-dire par exemple l'Europeana, et aussi dans certains pays de l'Est, donc dans les oligarques ou les personnes très fortunées de ces pays. Mais en l'occurrence, dans mon cas, je vis en France, en Île-de-France, les tendances Old Money, Quiet Luxury ne correspondent pas à la Old Money ou Quiet Luxury à la française. Les pièces représentées, les modèles, les outfits, même les apparences finales, les outfits finaux présentés ne correspondent pas à la Old Money ou la Quiet Luxury dans mon environnement. Donc c'est très important de ramener cela à son environnement immédiat. En France, tout ce qui est Old Money, Quiet Luxury est encore plus discret encore que ce que nous vendent les pendants américains. C'est-à-dire qu'on est encore plus simple, on valorise vraiment en plus le patrimoine à l'esthétique. Donc le vêtement n'attire pas l'attention. C'est-à-dire qu'en fait, on veut montrer qu'on n'a absolument rien à prouver sur notre patrimoine, sur notre fortune. On ne cherche pas à paraître. Au contraire. Quand on voit les images, les égéries françaises associées à ce style, donc on pense à Inès de la Fressange, même Charlotte Gainsbourg, les mondaines en fait parisiennes des générations précédentes et de maintenant, parce que c'est une esthétique qui perdure. L'image de la parisienne classique est très souvent aussi associée à cette image de Quiet Luxury. Elle en est en tout cas pas éloignée. Mais donc ces esthétiques-là mettent en avant la valeur du vêtement, mais la valeur du vêtement est rarement évidente. Autre que la qualité du tissu, on ne verra pas plus le vêtement que ça. On voit une allure générale, une esthétique, mais qui est en fin de compte très discrète. Et c'est moins parfait également, donc je mets parfait entre guillemets, que ce que nous renvoient les esthétiques américaines ou italiennes. Parce que si on pense par exemple aux icônes du Quiet Luxury Old Money à l'américaine, donc
De leur temps, il y avait Jacqueline Kennedy Onassis, sa sœur aussi, Lee Radziwill, qui est moins connue, mais en tout cas, qui l'était aussi pour son esthétique. On avait Caroline Bessette Kennedy, qui fait partie d'une des figures les plus connues. On a Gloria Vanderbilt, donc on parle vraiment là de dynastie à chaque fois, donc de femmes issues de dynastie. Et on a des marques qui nous viennent en tête. On a Ralph Lauren. Alors Ralph Lauren lui-même ne faisait pas partie d'une dynastie justement. Il s'est démarqué en étant issu d'une famille beaucoup plus modeste que les personnes qui portent sa marque maintenant. Donc c'est assez, c'est presque un peu drôle. Mais en l'occurrence, c'est une marque qui est typiquement associée au look preppy, au look old money, puisque avant Old Money and Quiet Luxury, on avait déjà le look preppy, BCBG en France dans son équivalent, mais moins poussé, toujours moins poussé qu'à l'américaine. Et en fait, il y a très peu de pièces qui sont vraiment stylish dans ce qu'on porte. Alors oui, il y a eu la marinière, il y a eu le petit ciré jaune qu'on met notamment sur les enfants, le petit ciré jaune de la marque Petit Bateau en France, mais qui justement a été tellement adopté, a été tellement copié que c'est difficile encore de distinguer si on n'a pas l'allure générale, si on ne voit pas la famille entière, de distinguer si une personne appartient à cette catégorie ou si c'est une personne qui a voulu copier. Et encore, là, la marinière, le ciré jaune, ce sont des marques très distinctives. Mais si on observe la old money française, donc ceux qu'on retrouve dans certains lieux, dans certaines régions, donc on a des noms qui nous viennent, on a le Touquet, on a les vieilles dynasties en Normandie, dans le Bordelais également. On voit que les vêtements sont beaucoup plus discrets encore. Il n'y a pas une pièce caractéristique, si, bon, on sait, les mocassins, les pantalons flanelle, et même dans les accessoires, c'est-à-dire que les hommes, contrairement à la old money, quiet luxury américaine, où on va quand même avoir une montre un peu imposante, un peu ostentatoire, là, en France, on a même encore des accessoires classiques. Alors ça ne veut pas dire qu'ils sont cheap, loin de là, mais très classiques. C'est-à-dire que votre regard ne sera pas plus attiré par un élément qu'un autre, comme c'est encore le cas dans l'esthétique italienne et américaine. Parce qu'on va avoir des lunettes de soleil qui se démarquent, on va avoir des bijoux, des boucles d'oreilles qui vont se démarquer quand même, une montre. Ils pourront pas s'en empêcher, on va dire. Dans ce que j'observe moi, par exemple dans des villes comme Saint-Germain, Maison Lafitte, on va aussi à Versailles, donc effectivement il suffit de se promener dans le parc du château pour rencontrer et voir la old money ou des représentants de la old money à la française. Et on voit bien effectivement qu'il y a des tissus, des styles, on voit par exemple les enfants, c'est plus évident à voir sur les enfants. Peut-être parce que l'offre est moins élargie aussi, et qu'il y a des marques qui se sont distinguées dedans et qui deviennent des références et n'ont pas eu de concurrence depuis, je sais pas, j'ai pas l'explication. Mais effectivement, on va voir des petites filles avec, vous savez, les collants, les petites babies, les Mary Jane en chaussures, une petite robe à fleurs, un petit gilet rose avec un petit peu de dentelle ou des bordures festonnées, une petite queue de cheval avec un nœud dans les cheveux. Les garçons, je vous ai dit, les petites marinières, un petit bermuda. Il y a une esthétique effectivement qui se démarque, mais c'est toujours pas aussi visible que les tendances que l'on voit là sur YouTube et qui nous viennent d'outre-Atlantique. Et oui, effectivement, il y a des marques qui sont très facilement associées. On parle d'Hermès pour tout ce qui est cuir, pour tout ce qui est carré de soie. On parle de Fursac, de Weston, et il y a des coupes assez redondantes. Mais si vous suivez les tendances telles qu'on les voit importées des États-Unis, de pays anglo-saxons ou des pays de l'Est, et que vous appliquez ces tendances-là en pensant vous fondre en fait dans la old money, quiet luxury, dans votre environnement, si vous vivez en France, vous allez tout de suite être grillé, en quelque sorte, vous allez totalement passer à côté. Maintenant, est-ce que vous avez envie de vous fondre dans la masse? Ça, c'est autre chose, parce que personnellement, c'est une esthétique. Alors, j'ai côtoyé ces personnes parce que j'ai pour le coup un point commun avec eux, un seul qui est... Enfin, un seul. Je ne viens pas d'une dynastie, ma famille n'est pas d'une dynastie extrêmement riche ou puissante, mais en l'occurrence, j'ai eu une éducation religieuse et à l'époque où je faisais le catéchisme, etc., parce qu'en l'occurrence, on parle de la religion chrétienne, je représentais à moi seule quasiment la minorité. C'est-à-dire que il y avait quelques familles portugaises dont les enfants étaient là, effectivement, je me rappelle de 2-3
filles portugaises qui étaient avec moi, et peut-être d'un garçon qui me reviennent en tête pendant ces années de catéchisme, mais en l'occurrence les autres c'était des représentants issus de familles en fait de old money françaises. Et je connais aussi tout le contexte avec, c'est-à-dire que c'est loin d'être simplement l'esthétique vestimentaire. Je vous dis, l'esthétique vestimentaire c'est presque l'un des derniers de leurs caractéristiques et des soucis qu'ils souhaitent incarner. À la rigueur, c'est plutôt même des activités, c'est une éducation. C'est souvent associé, vous savez, à des activités telles que le scoutisme. Il y a des sports aussi qui sont évidents, mais alors attention, je dirais aussi que ces sports sont devenus tellement mainstream. Donc oui, le tennis, oui, l'équitation, mais maintenant tout le monde qui a un peu d'argent et justement qui veut distinguer ses enfants cherche à les inscrire au tennis, à l'équitation dès qu'ils en ont les moyens. Et finalement, il n'y a jamais eu autant de new money ou d'autres personnes souhaitant correspondre ou souhaitant s'identifier ou souhaitant faire partie de la old money qui inscrivent leurs enfants dans ces sports-là. Alors peut-être que le golf, le polo, il reste encore des sports effectivement qui restent exclusivement, donc ceux qui demandent le plus de financement, la voile, mais en tout cas si vous pensez tennis, équitation, ne vous dites pas que vous allez vous retrouver entouré de old money. Non, vous allez vous retrouver plutôt entouré de new money. Et en l'occurrence, les old money vont déplacer, encore une fois, à moins que vous habitiez dans ces villes dont on a cité, donc Maison Lafitte, les cités hippiques en fait. Dans ces lieux-là, effectivement, si vous êtes dans un centre équestre, vous allez évidemment avoir une majorité de familles fortunées et fortunées depuis plusieurs générations très possiblement, mais dans les autres villes, ça sera beaucoup moins le cas que ce que vous pourriez attendre. Et c'est là qu'encore une fois, il faut se poser les bonnes questions, c'est-à-dire que je sais personnellement que je n'ai pas envie d'adopter un style qui est reconnaissable et étiqueté en tant que old money ou quiet luxury, alors que je ne me reconnais pas dans toutes les valeurs ou juste les valeurs principales qui y sont associées. C'est-à-dire que certes, j'ai fait du catéchisme, mais je ne fais pas de scoutisme, je n'ai pas ce type d'éducation. Il y a une façon aussi de voyager, de consommer, d'avoir des loisirs, de vivre son quotidien en fin de compte, et des références culturelles, ça c'est très important, l'éducation et des références culturelles, qui vont de toute façon dénoncer l'imposture, votre imposture si vous souhaitez simplement copier un style vestimentaire mais que vous n'avez pas tout l'art de vivre, tout le savoir-vivre. Et donc il ne suffit pas juste d'apprendre les bonnes manières à table avec une vidéo, d'adopter un style vestimentaire pour appartenir à une catégorie. Et maintenant, encore une fois, je repose la question, appartenir pourquoi ? Et c'est là où j'en arrive à mon dernier point et où je conseille, je préconise d'être cohérente, d'accord ? Je préfère personnellement toujours développer mon style personnel et en parallèle mes finances, d'accord ? Donc je veux avoir un style qui me met en valeur, qui moi me fait plaisir, qui vraiment m'attire, me dit ah là je sais que dans ce style-là je me sens le plus moi et je me sens mise en valeur. Donc dans mon cas un style féminin, élégant, coloré et parfois avec un accent supplémentaire qui peut être soit glamour, soit romantique, soit tropical en fonction des saisons et des lieux, mais ça pourrait être n'importe quel style, ça pourrait être un style élégant, minimaliste, androgyne, avec parfois une touche prépi, parfois une touche vintage, peu importe, les possibilités sont infinies. Et en fin de compte, si le but c'est de paraître fortuné, et ben, éducation financière, se cultiver financièrement, appliquer les méthodes qui ont été prouvées, dont le fonctionnement est simple à mettre en place avec notre réalité de départ, et développer tout ça. Et vous allez, en fin de compte, si vous vous contentez juste d'appliquer une esthétique vestimentaire, old money, et je vous ai dit les bonnes manières, vous allez plus attirer l'attention de la new money, en fin de compte, avec ce style. Vous allez plus coller à la new money, et donc peut-être que c'est là votre vraie team, en fin de compte. Et il n'y a pas de mal à ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être une imposture. Il ne faut pas non plus paraître désespéré parce que, je suis obligée de dire le mot, mais souvent c'est ça que ça renvoie. C'est-à-dire qu'on peut adopter une esthétique old money pour un jour. Il n'y a aucun mal à ça, au contraire, il faut s'amuser, il faut expérimenter. Mais par contre, si on commence à être dans l'imitation, comprendre tous les styles, comment paraître old money, et en plus j'ai dit dans la première vidéo, comment paraître old money on a budget, ce qui est un oxymore en fait.
puisque ces familles et ces personnes sont tout sauf on a budget. Donc on ne peut pas être fauché et old money. Alors, donc il ne faut pas avoir cette envie désespérée d'appartenir à un groupe parce que ce groupe nous semble valorisant, d'accord ? Donc il ne faut pas entrer dans un stéréotype. On peut avoir un old money day, vraiment, mais ne pas... Moi, je vous encourage vivement et je vous encouragerai toujours à cultiver votre unicité. Alors, le fait de vouloir appartenir à un groupe, c'est une étape par laquelle on passe tous plus ou moins. Faut se rappeler nos années adolescentes au collège, on cherche à se conformer, à être accepté dans un groupe, le groupe le plus valorisé, le plus populaire, le plus stylé. Mais ensuite, il faut sortir de ça avec confiance, c'est-à-dire qu'il faut développer une authenticité. Et on sait, en fait, qu'en vieillissant, en devenant adulte, c'est plus justement cette singularité, une personnalité propre et notre confiance dans notre identité individuelle qui va compter plus. Donc on passe de conformité, de groupe, de stéréotypes à individualité, à singularité, à personnalité. Voilà le message que moi je souhaitais passer en parlant de ces tendances. Encore une fois, elles font rien de mal, c'est pas le problème, mais je pense juste que vous n'aurez pas le résultat que vous désirez obtenir, que vous rêvez intérieurement d'obtenir en suivant ces tendances-là. Vaut mieux développer son style personnel et être marqué pour un style qui nous correspond à nous et dont nous sommes la propre référence et la propre maîtresse du jeu, avec nos règles à nous, nos twists à nous, nos dramas à nous et même des fois même nos erreurs à nous, que prendre un style clé en main et l'appliquer de A à Z. Alors moi je sais que dans mes vidéos je vais être tentée de vous dire un style élégant ou un style féminin c'est ça, mais j'espère aussi que vous avez même le recul, vous, de vous dire d'accord, c'est son style à elle qu'elle vend. C'est une représentation de l'élégance, une représentation de la féminité. Alors l'élégance c'est quand même assez rigide, hein, on va pas se mentir, mais la féminité ne l'est pas. Donc on peut être féminine de bien des façons. Des fois même, on a à peine besoin d'un vêtement pour paraître plus féminine. Certaines ont déjà une aura, elles ont conservé une énergie féminine, elles ne l'ont pas saturée, elles ne l'ont pas sabotée en grandissant. Et donc, c'est ça surtout qui va radier plus que n'importe quel vêtement qu'on pourra leur mettre dessus. Après, chacun son histoire, chacun sa chance, chacun ses cartes. Mais dans tous les cas, je vous encourage à appliquer, à personnaliser tout pour vous, à vous approprier les outils, à les incarner et ne pas copier quelque chose qui ne vous correspondrait pas. Donc voilà, c'est tout pour moi, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et puis, en attendant, prenez soin des vôtres, prenez soin de vous-même. Ciao, ciao. Bisous, bisous.